Donc au début, on choisit quelques versets de la paracha pour montrer encore une fois qu'avec la vue d'ensemble, eh bien, il y a un processus à la fois à l'intérieur de la paracha, mais également tout le long du livre de Shemot. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Vous avez peut-être lu la Neshama du Shabbat, c'est le tome 1, c'est le tome consacré au livre Bereshit, le commencement. À l'origine de cette publication, c'est le Rav Seror, que vous connaissez bien, qui est avec nous à nos côtés, le Rav Yonatan Seror, qui s'occupe bien de la communauté Toldot Yitzhak. Bonjour Rav Seror. Bonjour Cathy. Merci d'être avec nous et franchement, on est très content parce que vous avez écrit un deuxième tome de la Neshama du Shabbat, un peu subversif, si je puis dire ça comme ça. Oui, en effet, la Neshama du Shabbat, le deuxième tome sur le livre de Shemot, eh bien, c'est une œuvre qui vient répondre à beaucoup de questions que chacun se pose en lisant le sens littéral de la Torah. Oui, c'est-à-dire que vous avez... en même temps, il faut bien comprendre que vous vivez à Tel Aviv avec des Tel Aviviens et que vous avez décidé, non pas de faire un livre pour vous faire plaisir, mais un livre pour répondre aux questions qu'on vous pose tous les jours. Voilà, c'est autour de la paracha, c'est en fait prendre des thèmes qui sont des thèmes d'actualité, en fait, qui se cachent derrière les versets de la Torah et essayer d'en sortir un appel, un message pour notre génération, pas seulement au niveau individuel, mais surtout également au niveau collectif, au niveau national, parce que la Torah, eh bien, à Forba va, à Forba découle là-bas, on peut faire plusieurs niveaux de lecture de la Torah. Et quelque part, eh bien, je dis toujours comme mon maître m'a appris, il faut toujours, quand on étudie la Torah, avoir une lecture, une vision en micro et une vision également en macro. C'est-à-dire ne pas simplement se plonger en profondeur dans les psukim, mais essayer de relier ces versets avec une vue d'ensemble. Parce que quand on regarde la vue d'ensemble de tout le livre, eh bien d'un seul coup, il y a des choses qu'on aperçoit, qu'on n'aurait pas aperçu si on n'avait fait que se plonger sur le texte lui-même et rester concentré seulement sur le texte. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ce projet est né en fait de la communauté. C'est comme ça que c'est parti. Oui, j'ai été rabbin dans plusieurs communautés avant d'être rabbin de Toldot Yitzhak. Mais je ne vous ai pas présenté, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous êtes Dayan aussi d'un Beddin privé qui s'appelle Sha'arei Halacha ou Mishpat. Mm-hmm. Vous avez fait plein de choses, vous avez vécu en Belgique, vous avez été Dayan aussi là-bas. Enfin bon, bref. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous êtes dans cette communauté de Toldot Yitzhak. On vous connaît aussi sur le studio, vous avez participé à plein d'émissions pour notre plus grand plaisir. Mais moi, je voudrais me concentrer sur votre activité, on va dire, quotidienne avec les fidèles, en fait. Que vous nous racontiez comment vous avez décidé de publier ces deux tomes. En fait, ce tome, le deuxième tome, le tome de Shemot, eh bien, l'idée est venue à partir du corona, parce qu'on a été obligé de fermer la synagogue pendant 1 mois à cause des restrictions qu'il y avait eu à l'époque. Et on s'est dit, on ne peut pas complètement faire chômer la synagogue, il faut que les activités de la synagogue continuent. Et donc, on a sorti un feuillet qui s'appelle Avot Ubanim, qu'on distribuait de façon digitale. C'est une version digitale à la base. Et on a essayé de prendre des livrets Torah, des thèmes sur chacune des parachiotes, qui soient en fait à la portée à la fois des parents et également des enfants, pour justement ne pas couper le lien avec la communauté. Et c'est comme ça que le projet du livre est né. En fait, vous avez rassemblé tout ce que vous vous êtes échangé pendant cette période un peu compliquée. Voilà, pendant cette période. Et bien sûr, on a rajouté des choses qui sont à un niveau un peu plus élaboré. C'est pas tout à fait adapté aux enfants, comme par exemple la question de l'avortement. Donc, oui, vous avez des thèmes. Alors pour la paracha Shemot, avorter ou réincarner, il faut choisir. Reculer pour mieux sauter. De la paracha de Bo, parce que je ne les fais pas dans l'ordre. Vous avez de l'esclavage à la liberté, un chemin parsemé de plaies. Bref, il y a beaucoup d'investigations et de questionnements de notre temps. Et c'est ça que vous avez voulu faire, j'imagine, avec ce livre.
Tout à fait. Parce que la Torah, c'est pas seulement pour les rabbins enfermés dans les synagogues. C'est pour ça qu'on a écrit avec, au passage, je tiens à le préciser parce que c'est pas mon livre, c'est le livre de Jonathan Laïc. Parce que moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je m'enregistre sur Facebook. J'ai une page Facebook qui s'appelle Rav Jonathan Seror, qui a été créée aussi par Jonathan Laïc. Et c'est plus facile pour moi de parler plutôt que d'écrire. Et c'est lui qui retranscrit. Et lui retranscrit de façon exceptionnelle. Parfois, parfois et toujours, d'ailleurs, il retranscrit mieux à l'écrit que ce qui a été dit à l'oral. Est-ce que c'est un livre qui est destiné, Rav Seror, à tout le monde, ou est-ce qu'il faut déjà avoir une certaine connaissance, ou au contraire, c'est pour les super débutants qui ont envie de savoir, finalement, la Torah, on en parle, tout le monde en parle. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est vraiment à la portée de tout le monde. On a essayé de mettre d'abord des psukim, des versets au début, et on essaye de traduire à l'intérieur du Dvar Torah tout le fil conducteur en fait du Dvar Torah. Donc au début, on choisit quelques versets de la paracha pour montrer encore une fois que avec la vue d'ensemble, eh bien il y a un processus à la fois à l'intérieur de la paracha, mais également tout le long du livre de Shemot. C'est un processus qui commence depuis le début et qui va jusqu'à la fin. Et en fait, je préférais, si je puis m'exprimer ainsi, le but, la finalité du livre de Shemot, eh bien, c'est la fin. C'est cette volonté de la part d'Akadosh Baruch Hu de faire résider sa sainteté au sein du peuple. Seulement, pour arriver à cette finalité, eh bien, il faut passer en fait toutes les étapes du livre de Shemot. Il faut avoir été esclave, il faut avoir souffert, il faut avoir été libéré. Voilà, il faut avoir traversé la mer Rouge, il faut avoir reçu la Torah. Avant de réussir, parfois, il faut échouer. Exactement, mais je prendrais peut-être plus l'exemple d'un couple entre un homme et une femme. Si je puis m'exprimer ainsi, un homme qui voudrait faire sa vie avec une femme, donc il ne va pas débarquer chez elle avec ses valises le deuxième jour. Il faut qu'il y ait une préparation. Il faut une préparation. Et une acceptation. Une acceptation, un engagement mutuel. Il faut un peu de séduction aussi. Il faut aussi un petit peu il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe entre les deux êtres. Autrement, ça ne marchera pas. Ouais. Alors d'ailleurs, dans ce livre, vous parlez beaucoup des femmes. Il y a beaucoup de sujets qui touchent à la femme. Non, mais c'est vrai. Et c'est assez intéressant avec des commentaires, etc., etc. Alors, juste pour que les gens aient envie d'acheter le livre, on l'achète d'ailleurs ce livre, ou il est distribué? Pour l'instant, il sera distribué ce jeudi soir à Tel Aviv durant la soirée. Faites une soirée pour le lancement du livre. Voilà, pour l'apparition du livre. D'accord. Et après, on essaiera de le vendre. On verra d'après la demande, peut-être sur Amazon, ou bien on essaiera de le mettre en ligne. Le mettre en ligne pour que tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir plus, eh bien, puissent y avoir accès. Alors, il y a des questions dans ce livre vraiment intéressantes. Pourquoi le cantique de la mer Rouge est-il écrit sous forme de prose, par exemple? Tout à fait. Alors là, on est quand même pour ceux qui sont un peu plus avancés, mais c'est une bonne question. C'est des questions que les gens m'ont posées encore une fois. Et parfois, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui ont une approche de la Torah, parfois au premier degré, mais justement, c'est ça que la Torah cherche à pouvoir être expliquée à tous les degrés, à être accessible. Et donc, quand quelqu'un voit dans le Sefer Torah une formulation sous forme de prose, il se dit « Ah, mais c'est bizarre, on remarque quand on fait la Hagbaha, quelqu'un remarque, il voit la Shirat Hayam, le cantique de la traversée de la mer Rouge, écrit de cette façon-là. Il se dit « Mais pourquoi ?» Et les gens viennent me disent « Mais pourquoi c'est écrit comme ça alors ?» C'est qu'en fait, les marges ou les trous qu'il y a entre l'écriture, ces blancs qu'il y a entre l'écriture, eh bien, on peut les interpréter de deux façons. L'écriture, donc, c'est de l'encre noire, et les espaces entre les écritures, c'est de l'encre bleue. Enfin, c'est en fait, a priori, c'est un espace, mais ça fait partie également de l'écriture. C'est du vide, mais ça fait partie aussi... Voilà. Ce vide, en fait, il fait partie de l'écriture. C'est-à-dire que sans le vide, eh bien, l'encre n'a pas sa raison d'être. Alors, pourquoi ? Eh bien, par exemple, il y a des commentateurs qui disent que c'est le lien entre les générations précédentes et les générations futures. Nous, à notre époque, eh bien, on doit faire justement ce lien entre nos parents
et nos enfants. Et c'est à travers ce cantique de la mer Rouge qu'on va réussir à faire le lien entre le passé et le futur. Ou bien parfois, également une autre explication qui n'est pas horizontale mais qui est plus verticale, faire le lien entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Et donc, le monde d'en bas, bien sûr, il est plus matériel. Il se voit, il est comme l'encre qui est imprimée sur le parchemin, tandis que le blanc, il est beaucoup plus abstrait. Ça fait référence au monde d'en haut, au monde spirituel. Bon, alors si vous commencez à répondre aux questions que vous avez écrites dans votre livre, faites attention parce que je vais en poser une autre. D'ailleurs, je ne vais pas me gêner. Vous questionnez aussi, alors ça c'est un truc simple, il y a eu beaucoup d'explications sur ça, mais je suis curieuse de connaître la vôtre. Pourquoi les sages nous demandent de nous déguiser à Pourim ? Il a fait. Eh bien, parce qu'en fait, le déguisement à Pourim, il vient exprimer le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Très souvent, les gens se disent, comme on le dit dans la Tfila tous les Shabbats matins, Amenaheg olamo bechesed uvriotav berachamim. Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde avec bonté, avec miséricorde. Et les gens se disent, mais c'est pas vrai. A priori, on voit que des injustices, on voit le corona, beaucoup de misère dans le monde. Des orphelins, des attentats. Comment on peut dire que le monde est régi et il est régi par Akadosh Baruch Hu de façon juste? A priori, c'est pas vrai. Eh bien, justement, Akadosh Baruch Hu veut nous montrer à travers justement la paracha de Kitissa, qui vient toujours aux alentours de la fête de Pourim, et qui justement, c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu va dévoiler toute sa splendeur devant Moshe Rabbeinu en lui cachant les yeux par la paume de sa main. Ani avin kol tuvi al panecha, vaya ba'avon kevodi, vesakoti chapi alecha adovri. Exactement comme quand on dit le Shema Israël, où on se cache les yeux par la paume de notre main, parce qu'en réalité, c'est à travers l'obscurité que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu parfois est encore plus grand. Ça paraît paradoxal, mais non. Parfois, eh bien, pour pouvoir justement réceptionner le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il faut passer par un voilement. C'est à travers le voilement qu'on peut assister au plus grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est en fait ce jeu entre Haorot et Hakelim, les lumières et les réceptacles. Tout le livre de Shemot, eh bien, c'est en fait un processus de création de réceptacles. Parce que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, aussi grande soit-elle, elle ne peut pas être réceptionnée tant qu'il n'y a pas de réceptacle. Il nous faut un keli, comme on l'appelle en hébreu, pour réceptionner justement cette lumière. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu fait en cachant la face de Moshe. Il lui dit, tu verras, au lendemain de la faute du veau d'or, qui a priori une tromperie, c'est la fin, exactement. Ouais. Et bien Akadosh Baruch Hu dit non. Même ça, c'était prévu au programme, et tu verras que de cette épreuve, va sortir quelque chose de grand. D'une épreuve, on la transforme en tremplin. Alors évidemment, on ne va pas lister toutes les questions, mais c'est un livre tout à fait intéressant par sa facture, par la façon dont il est rédigé, par vos commentaires, bien sûr, le texte, et puis l'approche globale. On est très proche de Rav Kook dans ce livre. Oui. Ça peut être étonnant quand on ne vous connaît pas. Tout à fait. Moi, en fait, je suis un élève du Rav Kook, parce que le Rav Kook, eh bien, ça a été un visionnaire. Il a vu, il y a déjà 100 ans, le processus qui est en train de se dérouler à l'heure actuelle, ce processus de rassemblement du peuple d'Israël sur sa terre après 2000 ans d'exil. C'est quelque chose que toutes les générations rêvaient de vivre. Et Rabbi Yosef Karo, eh bien, quand il a vu l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y en a bien évidemment qui ont tout lâché, parce qu'ils ont dit, ça y est, c'est la fin du judaïsme. C'était l'âge d'or du judaïsme en Espagne, et d'un seul coup, tout a disparu. Eh bien, Rabbi Yosef Karo, lui, s'est dit non. Si apparemment, Akadosh Baruch Hu nous expulse de l'Espagne, on était tellement bien, eh bien, c'est qu'il attend de nous qu'on monte en Israël. Et il a pris ses affaires, alors qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Ah bah ça, c'est sûr. C'était un petit peu plus compliqué. Il est parti, lui, après le Gaon de Vilna, les élèves du Gaon de Vilna qui ont voulu essayer de monter en Israël, et celui qui est venu
pour valider ce processus et qui a vu à travers le mouvement sioniste en fait un élan et un éveil du retour et le début de l'époque messianique. Eh bien c'est le Rav Kook, c'est pour ça qu'il est appelé Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, Areaya Kook, celui qui est le visionnaire, parce qu'il a vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et c'est ça qu'on a essayé à travers ce livre de faire passer comme message. Ok, bon, en tout cas, il est tout à fait intéressant. Je suis sûre que ça pourra convenir à plein de gens de niveaux de pratique tout à fait différents. C'est vraiment... non, franchement, c'est fait pour ça. Donc, je répète, si vous avez envie d'en savoir plus, de connaître le Rav Seror de près, vous pouvez vous rendre le jeudi soir 23 décembre, c'est très bientôt, voilà, pour une soirée particulière, soirée de lancement. En même temps, c'est la Iloula du Rav Abou Hatzera, donc ce sera l'occasion de faire la fête et du Rambam. Et on distribuera un livre gratuit à chaque participant qui sera dédicacé. Voilà, ça se trouve où, la synagogue Toldot d'Israël ? Juste derrière le Kikar Rabin. D'accord, vous avez la rue 12 rue Manet à Tel Aviv, c'est dans la grande synagogue Echal Meir. Bon, bah voilà, comme ça c'est dit. En tout cas, bonne chance pour cette parution. Il y aura peut-être un troisième livre. Ah oui, il y en aura peut-être 5 même. Il y en aura 5, mais c'est toujours axé autour du thème, en fait, prendre un sujet, essayer de dévoiler... Un sujet qui résonne dans notre génération, voilà, et le lier avec la paracha. Avec la paracha, et surtout à la fin, l'appel de la Torah. Quel est l'appel qui se cache derrière le message? Quel est le message, en fait, que la Torah nous transmet à travers la paracha pour notre génération, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, au niveau national. Ok, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. On vous souhaite une excellente soirée jeudi, et puis que le livre soit très lu, voilà, par tout le monde. Okay. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.